Une filière pour devenir autrice de BD ou illustrateur, ça existe? Oui, ça s'appelle le Centre d'enseignement supérieur des arts narratifs à Paris. Depuis 15 ans, notre école forme plus d'une centaine d'apprenants par an au métier d'artiste-auteur. Notre objectif? Accompagner sur le marché de l'édition une nouvelle génération d'auteurs doués d'une solide culture de l'image, d'une grande rigueur technique et d'une démarche artistique exigeante et originale. Mais quelles sont les retombées de ce métier? Comment se professionnaliser après l'obtention de notre diplôme? L'expérience acquise de Cézanne, comment la mettre à profit? Autant de questions que se posent nos futurs apprenants. Dans ce podcast, nous reviendrons sur 10 auteurs émergents du Cézanne entre 2024 et 2017 afin de comprendre la richesse du métier d'artiste-auteur et ses possibilités à court terme. Tu vas bien? Ça va et toi? Ouais, super. C'est pas trop matinal pour toi là ce matin? Non, là, il est 8h30, donc ça va. Je me lève en général vers 6h30, quelque chose comme ça. Ah ouais, si tôt? Bah, écoute, c'est le rythme de Houston. Tu as les rendez-vous dîner, c'est 6h. Pour te rebriefer un peu comment ça va se passer l'entretien, les étudiants de cette année ont posé des questions aux anciens étudiants pour se préparer à leur sortie du Cézanne. C'est le premier en plus à faire la série d'alumni. Il y a une douzaine de questions qui sont assez axées autour de l'orientation, la professionnalisation, etc. Première question, c'est tout simplement de se présenter en quelques phrases et de quelle promotion tu faisais partie au Cézanne. Quand on me demande de me présenter, je ne sais pas faire. Avoir une vue claire de façon de verbaliser son travail, c'est important parce qu'en face, il y a des gens, ils ont des attentes plus ou moins. Et, voilà. Et moi, chaque fois, je bégaye. Là, tu vois, je bégaye déjà. Donc, mon nom, c'est Karim Oyarzabal. Je crois que je suis sorti je crois que c'est juin 2022. Il me semble aussi. Je suis pas tout jeune et je suis sorti en 2022. Donc, j'ai une vie avant. Donc, moi, j'ai commencé par faire des maths. Je suis rentré dans une école qui est l'école polytechnique, qui impressionne beaucoup, mais bon, j'étais juste doué en maths. Donc, ça m'a amené à faire d'abord un boulot d'ingénieur. Puis, j'ai arrêté. Je suis allé à Londres faire de la banque d'affaires dans le monde de la finance. Et puis, j'ai arrêté. Alors, je suis rentré dans le théâtre, donc dans une dimension plus artistique. Puis après, le dessin. Du fait de ton parcours assez pluriel, est-ce que tu te considères aujourd'hui comme artiste-auteur ou bien c'est plus ample que ça? Le fait de faire quelque chose qui n'est pas considéré comme artistique, ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas dans l'âme un artiste. Je me considère comme quelqu'un qui raconte des histoires. Et ça fait un moment que je raconte des histoires. Quand je faisais du théâtre, je raconte des histoires. Mais quand je faisais dans la banque d'affaires, je savais très bien, et je le disais même, je raconte une histoire. Donc, voilà, un vendeur de voitures, il raconte une histoire aussi. Alors, peut-être que lui, il ne le vit pas comme ça, mais voilà, moi, je voyais vraiment ça comme ça. Ok. Et pour entrer un peu dans des questions un peu plus pratico-pratiques, quelle est la première action, professionnellement parlant, que tu as mise en place quand tu es sorti du Cézanne? La façon dont je fais le dessin est la même façon dont je fais le théâtre. Dans les deux cas, personne ne nous attend. Mon action, moi, c'est de dessiner tous les jours, quelle que soit la situation. Je vous encourage à faire ça vraiment. Pas attendre qu'on vous demande de dessiner, mais dessiner tous les jours. Là, je viens de produire une fresque de 5 mètres sur 2 mètres. Je me rends compte que je suis allé chercher pour cette fresque un tas de croquis que j'ai fait il y a 1, 2 ans, 3 ans. Donc, en fait, c'est ce travail de dessiner nourrit énormément. Juste se mettre à dessiner, est-ce que pour toi c'est suffisant pour passer du dessin comme hobby au dessin en tant que profession, tu vois? Je pense que c'est cette question que les élèves se posent quand ils demandent qu'est-ce que tu as fait en premier lieu pour que la transition vers la professionnalisation se fasse. En faire sa vie, c'est une attitude. On ne va pas dessiner différemment parce qu'on a une commande que parce qu'on va dessiner l'après-midi dans un café des gens. On est dans le dessin. Ça doit devenir un espace de plaisir qu'il faut faire grandir et qui doit exister. Alors après, il y a des actions concrètes pour se faire voir, se faire connaître. Là, par exemple, j'ai un truc exceptionnel qui m'est arrivé. Je suis en effet à Houston, au Texas, à la Villa Albertine. L'année dernière, il y a un copain qui m'a dit c'est le moment de postuler à la Villa Albertine. Il faut que tu postules, tu as beaucoup de talent. Je l'aurais pas fait sinon. Mais j'ai regardé, j'ai rappelé, j'ai dit mais non, arrête, il y a Julia Ducorneau qui est la Palme d'Or de Cannes, il y a machin truc, il y a le Goncourt. Ce qu'ils veulent, c'est des brand names. Après, je m'y suis mis. Quand je fais un travail, je m'y mets, quoi. J'y mets tout mon mien, et puis voilà, le truc a été retenu, et puis je suis là et ça avance. C'est juste, c'est des rencontres. Peut-être qu'on pourrait dire que pour toi, la première action à mettre en place, c'est de partir d'une envie, parce que là, c'est l'impulsion finalement de ton ami qui t'a permis d'aller vers Houston. Tout à fait, très juste, très bien dit, ouais. D'un point de vue de statut, est-ce que pour toi, il est préférable de prendre le statut d'artiste-auteur, d'auto-entrepreneur, d'artiste, ou bien est-ce que toi, tu as choisi de rien prendre du tout comme statut? Personnellement, j'ai volontairement choisi de rien prendre, comme quand j'étais acteur, j'ai pas choisi d'être intermittent du spectacle. C'est des réponses très très personnelles tout ça, parce qu'en fait la condition matérielle, il faut en parler. C'est ça le nerf du truc. Les besoins principaux de l'être humain, c'est avoir un toit pour résister aux intempéries, avoir à manger et avoir un truc chauffé. À partir de ce moment-là, on peut créer de l'art. Après, l'histoire de statut, si ça permet d'améliorer la condition matérielle, oui. Après, le reste, c'est des mots, les gens s'en foutent. En fait, finalement, le statut, il a un impact quand le besoin se rencontre, mais pour toi, c'est pas le Non. nerf du problème.
Je pense pas que Van Gogh était inscrit aux artistes anonymes. Toi, comme tu as quand même eu une vie professionnelle avant, t'as pas ce regard totalement scolaire à la formation. Comment réussir à faire cette transition entre le cadre scolaire et professionnel d'après toi? Quel conseil tu pourrais donner à ce propos? C'est vraiment une super question parce que l'être humain n'est pas fait pour être seul. Et le dessin, c'est un travail où on est souvent amené à être seul. Alors, bien sûr, on n'est pas seul quand on dessine parce qu'on est en contact avec l'imaginaire. Mais on ne peut pas être en contact dans l'imaginaire 24 heures sur 24. Et donc, il y a l'atelier, c'est la bonne fonction. Essayer d'être dans des résidences, mais je me rends compte que c'est des rencontres. En plus, par rapport à ce que tu disais du statut, le fait d'être en résidence ou être en atelier est une narration suffisante pour tout l'entourage. Et ça calme, ça calme sur le regard des autres. Et on n'est pas obligé d'être dans l'atelier 24 heures sur 24 tous les jours. Ça peut être 2 jours par semaine. J'encourage vraiment ça. L'autre chose que personnellement, moi, je faisais, je suis allé dans des séances de modèles vivants. Ça permet d'avoir des rendez-vous où on rencontre des gens qui dessinent. Quelle a été ta méthode pour réussir à être pris à la Villa Albertine, par exemple? Alors, je ne suis pas un expert des résidences. En revanche, j'ai rencontré des artistes qui ne vivent que de résidence en résidence. Les gens qui proposent des résidences, il y a une demande. Il faut juste aller la comprendre, cette demande, et voir si on peut proposer un projet qui fonctionne. Et ensuite, on pose le projet, on passe à autre chose. Alors, dans le cas de la Villa Albertine, c'est une démarche gouvernementale du Quai d'Orsay du ministère de la Culture d'envoyer des artistes aux États-Unis pour créer un lien. Donc, c'est de la diplomatie culturelle et que ça donne lieu éventuellement à, derrière, un retour de l'artiste. Donc, il y a un lien concret entre ces deux pays. Vous voulez la Villa Albertine, c'est un projet qui s'insère dans le local. À Houston, il y a l'espace. Voilà, j'ai créé un projet sur l'espace. Je suis allé parler des gens qui sont dans le monde de l'espace. C'était inévident. Une partie de l'humanité a décidé de retourner sur la Lune de façon durable et, si possible, sur Mars. Ça faisait 50 ans que le monde occidental n'avait arrêté ses démarches. Ça repart. Et tout part de cette ville, ici à Houston. Tout se passe ici. Bien sûr, il y a des entreprises européennes, etc., mais le cœur se passe ici. Donc, j'ai juste dit ça, ce que je ressentais par rapport à ça. Et puis, j'ai dit, je veux juste aller voir ça. Il faut à la fois que tu comprennes les enjeux. En même temps, il faut que toi, tu aies une envie de ça, sinon ça ne marche pas, en fait. C'est la rencontre des deux. Il faut vraiment qu'il y ait une envie, parce que ça va se sentir sur tout ce qu'on va dire, sur tout ce qu'on va écrire. Et dans ce cas-là, ça coule. Combien de temps t'a-t-il fallu après le Cézanne pour obtenir une rémunération de son travail? C'est très précis, hein. C'est une très bonne question et la question de la matérialité est essentielle. À la Villa Albertine, j'ai reçu de l'argent. On peut dire, voilà, on est en 2024, mais ça fait 2 ans. La grande difficulté, c'est qu'il faut à la fois avoir une stabilité minimum pour pouvoir répondre à ces exigences artistiques et en même temps, il faut trouver un travail qui n'est pas énergivore, en fait. Parce que j'en vois aussi des étudiants qui sont dans des jobs effectivement alimentaires à mi-temps, mais malgré tout qui sont très drainants et donc qui les empêchent de dessiner tous les jours, de mettre en pratique leur travail. Tu vois, Assurance Tourix dans Astérix, sa gueule, il est attaché dans les banquiers. Je fais cet écart, c'est que c'est pas donné à tout le monde d'être artiste. Il y a une part d'inconscient, il y a une part de folie. La personne qui se met dans un boulot énergivore fait le mauvais choix. Je pense aussi. Alors peut-être qu'elle n'a pas le choix, mais dans ce cas-là, on peut pas tout faire. C'est pas un mur que je suis en train de mettre, c'est juste tout n'est pas possible en même temps. Peut-être soit revoir ses priorités et voir comment mettre en place des actions pour atteindre ses objectifs, soit d'abord résoudre le problème économique, puis après revenir au dessin quand la situation de base est stable, quoi. Et d'un point de vue artistique, depuis le Cézanne, il y a eu des projets qui ont été montés, donc en 3e année notamment, les projets de fin d'année. Est-ce que tes projets de fin d'année ont été utiles pour toi professionnellement? Est-ce que ça a abouti à quelque chose ou bien est-ce que tu souhaites en faire quelque chose après? Moi, je remercie énormément le Cézanne, Michael et l'ensemble des profs. Ceux qui n'en sont pas conscients, c'est un corps professoral de très, très grande qualité. Et ce qui est frappant d'ailleurs, c'est que l'école ne paye pas de mine, est dans des petits locaux dans le 11e. Mais oui, c'est sans prétention, quoi. Oui, c'est sans prétention. La richesse de la démarche pédagogique, elle est dingue, elle est vraiment dingue. Alors après, on arrive à la ressentir ou à la capter plus ou moins selon chacun, et on arrive à produire des choses plus ou moins abouties. Le travail fait, il se retrouve toujours autre part. Ça fait écho à ce que je te disais au début. C'est quoi le conseil? C'est continuer à dessiner. C'est comme un jardin qu'on arrose et puis il fait chaud et ça pousse. Voilà, si on arrête de l'arroser, de pousser, ça s'arrête. Tu penses que c'est aussi une question de maturité? Monter des projets quand même d'ambition en une année, c'est court. Oui. Et parfois, j'ai le sentiment que c'est des choses qu'il faut tirer encore
avec l'expérience des années suivantes pour après le faire aboutir aussi. Tu as tout à fait raison, Aude. Il y a beaucoup de travail déjà au Cézanne. L'avantage après, c'est qu'on peut se mettre 3 mois sur un seul projet. Est-ce que ton portfolio que tu as conçu durant ta formation Cézanne, il t'a été utile professionnellement? Ou bien est-ce que tu as dû le remanier après? Et si tu l'as remanié, est-ce que tu aurais des conseils à donner aux étudiants? Chaque fois que j'ai eu à dessiner pour quelqu'un, c'est un mélange de avoir vu mes dessins et du contact que j'avais avec la personne. Mais tu as l'air d'avoir de la chat, je pense, pour que ça marche comme ça. J'aime beaucoup écrire. J'aime beaucoup raconter des histoires. J'aime vraiment beaucoup. D'ailleurs, si j'ai été pris au Cézanne, c'est pas du tout pour mes qualités de dessin. Donc, j'ai eu cet entretien avec Michael. Il y avait une lettre à faire. Donc, moi, j'ai fait une lettre avec des dessins. Mais il m'a dit, OK, tu as une âme de raconteur d'histoire. Donc, moi, ici, un auteur, c'est pas un dessinateur, c'est quelqu'un qui raconte des histoires. Après, le dessin, c'est de la technique. Tu verras, tu vas trouver ton dessin, etc. D'ailleurs, au début, c'est vrai que moi, mon sujet, c'était mon dessin. Depuis le début, tu me dis, voilà, moi, j'étais pas forcément un bon dessinateur. Donc, on sent quand même qu'il y a encore une espèce peut-être de manque de confiance sur ton dessin. Mais malgré tout, avance sur tes projets, sur ton envie de dessiner et d'exister en tant que dessinateur, qu'artiste-auteur. Donc je me dis comment faire pour faire oublier ces défauts en fait de son portfolio ou de sa présentation, de qui on est, pour mettre en avant finalement ce qui nous représente vraiment et ce qui est intéressant dans notre projet. Parce que toi, tu me dis que tu aimes raconter des histoires et c'est comme ça que tu amènes ton envie. Je viens de traduire avec tes mots mon chemin. Je n'ai aucun doute sur mon dessin. Et la transition a eu lieu peut-être il y a 1 an après la sortie du Cézanne. À un moment, il y a eu un basculement. J'ai oublié pourquoi. Ce qui se passe, c'est que moi, j'ai continué à faire des projets, à les envoyer à des éditeurs, à continuer à dessiner. Moi, je le sais profondément depuis très longtemps que c'est en travaillant tous les jours, à un moment, il y a un miracle qui arrive. Je vais te raconter une anecdote. Je suis un très bon joueur de guitare. Moi, j'étais un enfant seul. J'avais pas de père, pas de frère, pas de soeur, pas de cousin. L'école me prenait pas beaucoup de temps. J'étais dans un lycée assez moyen en banlieue parisienne. Et donc, je passais beaucoup de temps à jouer de la guitare. Je sais plus pourquoi je voulais jouer de la guitare, mais il y avait beaucoup d'inconscience. Il y a ce truc de l'enfance. Tu vois, quand un enfant dessine, il se dit pas est-ce que mon dessin est beau, est-ce que mon dessin est... Il dessine. Alors, s'il y a l'espace du dessin qui prend de la place, à un moment, le dessin se transforme et il grandit. Un jour, au bout de 3 mois, c'est devenu ultra fluide. Je me souviens très bien de cet instant-là. Et ce moment-là, j'ai cherché à le retrouver presque partout, dans tout ce que je faisais, consciemment ou inconsciemment. Quand je me suis lancé là-dessus, je savais que ce moment viendrait. Il faut rien attendre du lendemain, mais les choses arrivent. Moi, quand je suis sorti des Cézanne, mon dessin n'était pas encore, je n'avais pas assez confiance en lui. Et donc, c'est normal que d'ailleurs mes trucs n'aient pas été pris. Et là, ça devient beaucoup plus personnel, plus fluide. C'est dur de faire la transition entre notre échange et les questions qui sont hyper pragmatiques. Finalement, toutes les questions elles sont portées en dehors de la confiance que les élèves portent en eux sur comment ça se passe pour rentrer dans le monde des adultes et donc être professionnel et avoir une attitude professionnelle alors que c'est pas du tout un masque qu'il faut porter et c'est un truc qu'il faut se laisser guider. Mais allons quand même dans les questions de nos Cézanniens. Que tu as pu garder contact avec les éditeurs que tu as rencontrés au fil des évaluations du Cézanne? Et si oui, comment est-ce que tu as réussi à entretenir ce lien? Si oui ou non, comment se créer un carnet de contacts? Il y avait un très bon conseil de Ange, la scénariste, qui me disait si vous commencez à envoyer des dossiers de scénario à un éditeur et qu'ils vous disent non, vous devez aller jusqu'au bout de votre projet et l'informer régulièrement. Voilà où j'en suis, j'ai avancé, etc. Même s'il ne vous prend pas. Alors oui, c'est important d'entretenir des relations avec les éditeurs, mais il faut aussi comprendre leur point de vue. Les éditeurs sont accablés, ils ont des scénarios sans fin. Donc aussitôt qu'ils sentent qu'il y a une attente, il y a une demande de l'illustrateur, c'est pénible pour eux. Je connais des éditeurs personnellement, je leur montre mon travail. C'est assez clair entre nous deux que je ne suis pas en attente qu'ils me prennent mon projet. Tu vois. Le monde de l'édition, c'est comme la tête de l'iceberg. Tu vois. C'est tout petit par rapport à ce qui peut être produit. Et c'est pas parce qu'ils produisent pas que c'est pas bon. C'est qu'ils ont trop de contraintes. Le marché, c'est gagner de l'argent. Il y a plein de maisons d'édition qui font faillite. Ils prennent vachement de risques. C'est pas une administration avec un budget d'État et puis on imprime de l'argent et tout le monde peut être payé. Non. Adaptez-vous à la situation réelle. Super important. Faites des fanzines. Faites des fanzines. Faites des fanzines. D'accord? Ça, c'est regroupez-vous, imprimez des trucs, distribuez-les dans les trucs de fanzine. C'est super important. C'est même, j'aurais dû le dire avant, s'il y a un truc à retenir, c'est celui-là. Le monde des fanzines existe. Il est fait pour les gens qui sortent d'école. Il est fait pour les gens qui, justement, le monde, mais faites des fanzines. C'est une autre façon de dire, de dessiner. Moi, je dessinais tout seul, mais le mieux, c'est faire des fanzines. On est confronté aux autres, on est confronté à faire un bouquin, à faire du InDesign.
Ouais, faites ça. Ouais. Voilà Oui, le il ne faut pas non plus réduire le métier d'auteur, de bande dessinée, d'illustration à la parution d'un album chez un éditeur. Il y a plein de moyens en fait de se consacrer à son travail, de le rémunérer sans pour autant dépendre pieds et mains liés du système économique de l'édition, quoi. Oui, alors, tu vois, si on prend l'exemple d'un grand mangaka, et c'est toujours ça fait peur, mais Osamu Tezuka, il a commencé par faire des BD pour faire rire ses copains. C'est pour ça le monde du fanzine permet de, on peut les distribuer à des tas de copains les fanzines. Et être soutenu, c'est essentiel. En faisant des fanzines et en les distribuant juste par tous ses copains autour, ben ça, il y a des retours et d'avoir des retours sur ce qu'on fait, ça porte. Pour toi, développer ces réseaux sociaux, c'est utile ou pas? Alors, la réponse simple, c'est oui, mais il ne faut pas que ça devienne une priorité. C'est une question d'allocation du temps. J'aimerais bien passer pour faire plus de vidéos, plus d'animations, plus de stories, mais je me rends compte que ce serait presque un boulot à plein temps d'avoir une communauté et de l'animer comme ça. Je ne dis pas de ne pas le faire, parce que moi, j'ai dit faites des fanzines, mais faites dans ce cas-là des animas sur Insta. Allez-y à fond et développez ce truc-là. Il y a beaucoup de conseils différents qu'on peut donner. Je pense que ce sera l'intérêt aussi de ces interviews de savoir comment chacun s'est emparé des réseaux sociaux. Quand à la base c'est pas notre corps de métier le digital et que c'est pas notre but de vivre que sur le digital, premier conseil qu'il faut donner, c'est qu'il faut le faire à l'envie. Faut pas le faire dans un but de strat. Si on se force à le faire tous les jours, c'est insupportable en fait. Et ça se ressent en fait pour la communauté. Bah, tu vois qu'on dit la même chose. Comme tu dis, tu fais un choix entre je vais me développer par le biais du fanzine, qui est une forme de communication finalement, je vais me développer par le biais des réseaux, qui est une autre forme de communication. Et parmi la vaste maison des champs de communication, il y a plein de réseaux sociaux différents. On n'est pas obligé de se statifier sur Instagram. Effectivement, c'est le réseau de l'image, mais il y a des gens qui arrivent à se développer sur d'autres plateformes aussi. Il faut trouver sa façon personnelle qui fasse qu'on produise du dessin. Et c'est le cœur, c'est quoi qu'on en dise. Hein. Et cette histoire de confiance dans le dessin, alors les gens l'ont ou l'ont pas, mais ça passe par là et c'est de la production, de la production, de la production. Est-ce que tu es resté en contact avec les élèves de ta promotion et est-ce que vous avez créé des projets ensemble? Oui, et c'est super important dans les systèmes éducatifs modernes, là où on se retrouve en université ou en école de Cézanne. Si on était un peu audacieux, le truc le plus important, c'est les gens qu'on rencontre. Alors, bien sûr, ce qu'on apprend est important parce qu'on rentre dans une matière. Et puis, si on a la chance d'avoir des profs exceptionnels comme il y a au Cézanne, et je ne suis pas en train d'enfler le truc, mais quelquefois, on n'arrive pas à les choper, on n'arrive pas à les entendre, on a des problèmes personnels. D'avoir des copains, c'est super important parce qu'on peut parler d'autres choses, ça crée un lien. Et puis, quand on est dans un groupe, ce qui se passe, c'est qu'il y en a qui sont plus en forme à des moments que d'autres et ils tirent les autres. Et puis, le fait de voir quelqu'un qu'on aime bien qui avance, ça donne envie de faire pareil. Et donc, toi, tu es resté en contact avec les gens de ta... Oui, alors, je ne sais même pas s'ils sont de ma promo. Dans le groupe de collectif, il y a une personne qui est clé, qui est Férouz, pour ceux qui la connaissent. Dans ce groupe-là, on a produit 2 fanzines que je trouve de qualité. Ça m'a permis l'occasion de faire une BD de 32 pages sur une histoire de Velázquez à partir du tableau des Ménines. Bon, donc, les 2 réponses, c'est oui, oui, et surtout, faites en sorte que ça ait lieu. Faites des projets. Oui, et puis comme tu dis si bien, chacun apporte sa pierre à l'édifice. Si sur ce fanzine-là, tu dessines pas, mais tu portes la communication derrière, tu vas au festival, tu vends aussi les choses d'une autre manière. Et après, le fanzine suivant, ça tourne et chacun peut, à son moment, avec sa temporalité, apporter des choses aux autres, quoi. Donc, c'est hyper dynamique. Dites-vous que c'est précieux. Voilà. Un groupe, ça peut être 2, hein, ça n'a pas besoin d'être 10. Hein. Du dessin qui est produit et qui est diffusé d'une façon ou d'une autre, c'est super riche. Et ce truc-là, ça vaut le coup de le faire grandir. Je voudrais citer un site qui s'appelle Animation Obsessive. En fait, c'est une newsletter qui est dans une plateforme américaine qui s'appelle Substack. Mais c'est deux gars qui étaient fans d'animation. Et ils ont commencé à écrire des articles sur des auteurs. Comme un cinéma, un film fait des critiques de films. Ça pourrait être très bien, on pourrait très bien imaginer ça dans la BD. Et ils ont commencé à produire du contenu. De là, il y a eu des abonnements qui sont venus. Aujourd'hui, je crois qu'ils ont entre 10 000 et 15 000 abonnés qui payent 50 € par an. Et ça leur donne assez d'argent pour aller commander des bouquins, aller rencontrer des auteurs et faire des papiers chaque fois de plus en plus riches. Là, on parle de gens qui font de la critique, mais voilà, quand il y a quelque chose qui marche, le faire grandir. Est-ce que tu aurais un conseil général, bon, tu as dit les fanzines, mais à donner à nos étudiants qui vont bientôt être diplômés, on l'espère? Se mettre dans des situations de dessin. Voilà. Donc, moi, très souvent, je me suis trouvé dans des situations où je me disais, il faut que je dessine tous les jours et je n'avais pas envie de le faire. D'accord ? Donc, chacun sa façon de se mettre dans des situations de dessin. Et le truc qui est vraiment le plus, parce que tu en as reparlé et on en a parlé assez, c'est la solitude. Ne pas dessiner tout seul, dessiner à plusieurs. Je ne suis pas bon à ça, moi. Quand même, tu es en résidence actuellement, je pense que ça t'offre une dynamique quand même pour créer, non? Ça t'a beaucoup nourri. Je suis porté par les gens qui me regardent. Je ne dessine pas avec des gens.
Ah, t'es le seul dessinateur là en ce moment à Houston? Oui, tout à fait. C'est une résidence très particulière. On est envoyé paumé n'importe où aux États-Unis. Moi, j'ai une chance inouïe ici à Houston d'avoir des gens qui m'ont aidé à rencontrer des gens. C'est un problème de contact avec les gens. On peut très bien partir dans une déprime, hein. Donc, c'est des dossiers sombres de la Villa Albertine. Ça pourrait être. Ah, ah, ça sera peut-être un prochain récit que tu vas nous publier incessamment sous peu. Les petits secrets d'Albertine. Moi, j'aimerais bien lire ça. Bah, merci beaucoup pour ton temps. De toute Merci. façon, on se reparle bientôt puisqu'on est sur le projet, encore une fois, de faire venir les projets des élèves à Houston. Ouais, c'est Et vraiment l'idée. Ce serait vraiment. Je me bats là sur ces 2 dernières semaines pour essayer de comprendre si c'est faisable ou non. Je peux déjà dire que, a priori, on pourra faire venir des projets. Et moi, je voudrais faire venir des élèves. C'est ça que je moi, voudrais. j'aimerais que tu me fasses venir moi, si possible aussi, pour communiquer. Tout à Non, fait. j'espère vraiment qu'on va réussir à pousser ça et qu'on pourra offrir aux élèves la chance de pouvoir vivre un peu de ce que tu as vécu à Houston. Ça serait vraiment trop bien pour eux. Donc, j'espère que ça va marcher. Et merci de porter ça comme tu le fais, parce qu'en vérité, sans toi, rien n'aurait été possible sur cette idée-là. Hein. Je veux finir par un truc quand même. Et je remercie les étudiants du CESAN d'avoir posé des questions. Alors, chaque fois qu'ils ont l'occasion de poser des questions, posez des questions. Posez des questions. Je mettrai tes réseaux sociaux dans les détails de cette vidéo. Comme ça, s'ils ont d'autres questions qui Oui, leur bien sûr. viennent après, peut-être qu'ils pourront t'envoyer un message sur Insta Sans problème. sans problème. Super, super. Salut Aude, bonne journée. Salut, à bientôt. Ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode. Pour découvrir plus de parcours d'étudiants, vous pouvez nous retrouver sur YouTube, Facebook, Instagram et TikTok. Et pour connaître les détails de notre formation en 3 ans, rendez-vous sur notre site www.cezanne.fr. À bientôt pour un nouvel épisode de Parcours d'artiste-auteur, car oui, créer, c'est un métier.